Maintenant, je voudrais présenter des instructrices pour cet atelier. Première sera Cameron Pezon. Sarah est une analyste en calcul informatique des points, des spécialistes des sciences humaines et sociales à Calcul Québec. Elle détient une maîtrise en littérature de langue française et une maîtrise en sciences de l'information. Elle a mené et participé à de nombreux projets dans différents champs de recherche, notamment en bibliométrie, en littérature, histoire des livres et études de la Renaissance. Elle a travaillé comme analyste de données pour les consortiums Meraldi, puis comme analyste de recherche quantitative à l'échelle de recherche du Canada sur la transformation de la communication savante. Aussi, je suis ici pour aider Sarah. Je m'appelle Lydia Vermeulen. Maintenant, j'ai une poste joint. Je suis la gestionnaire d'initiatives spéciales pour IceNet, la directrice de développement de nouveaux services à la recherche pour Québec. J'ai maîtrise en physique et information quantique, les deux avec l'Université de Waterloo. Maintenant, je suis responsable du développement des services de recherche sciences humaines et sociales et des services de recherche quantique à Québec. Merci beaucoup pour votre attention. Juste un peu sur les logistiques et les fonctions pour cet atelier. Donc, si vous n'êtes pas encore connecté à l'espace de travail Slack pour cette semaine de formation, je vous recommande fortement de le faire. C'est là où vous pourrez poser vos questions au lieu de l'espace de clavardage Zoom. Donc, une lien pour l'espace de travail Slack a été mis dans l'espace de clavardage Zoom. C'est possible de faire Luc, merci. Chaque séance a son propre canal Slack. C'est lui pour cette séance est hashtag session 2 de RDMGDR. Vous pouvez également vous présenter, voir les annonces et poser des questions à nos experts et experts de l'Alliance des partenaires régionaux. Si vous rencontrez des difficultés techniques avec Zoom ou Slack, voulez-nous en informer dans l'espace de clavardage Zoom ou dans le canal Slack hashtag tech support soutien technique. Nous vous demandons de garder votre microphone en s'ordonne, sauf si vous voulez poser une question. Merci. Cette séance sera enregistrée. Donc, c'est rare. Merci beaucoup, Lydia. Je vais remettre mes notes sous mes yeux. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, en fait, pour ceux qui sont connectés à l'espace Slack, je vous ai posé une petite question. Si vous avez envie, vous pouvez répondre et nous dire dans quelle discipline est-ce que vous travaillez ou de quelle discipline vous provenez, si vous avez envie. Alors, un moment. OK. Alors, dans cet atelier pratique, on va aborder la gestion des données de recherche en sciences humaines et sociales, arts et lettres. Il était prévu au départ de porter une attention particulière aux sciences humaines, mais pour la version française de l'atelier, on a décidé d'inclure un petit peu mieux les sciences sociales et la recherche-création également. Donc, dans le cadre de l'atelier, on va essayer de comprendre un petit peu mieux quand on parle de données, qu'est-ce que ça signifie pour un chercheur, une chercheuse individuelle. Qu'est-ce que le cycle de vie des données de recherche? Pourquoi est-ce que c'est important de réfléchir à la gestion de nos données de recherche? Quel est l'état actuel de vos données et quoi faire pour améliorer votre gestion de vos données de recherche? C'est un atelier qui a été conçu à 8 mains. Donc, la version française et anglaise sont un petit peu différentes, mais les objectifs d'apprentissage sont les mêmes et les exercices sont similaires. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, on va s'assurer d'abord de bien comprendre les éléments essentiels de la GDR, puis on va faire plusieurs exercices pratiques. On va commencer par essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une donnée de recherche en sciences humaines et sociales, arts et lettres. Ensuite, on va faire un exercice. Vous allez pouvoir réfléchir choisir un projet, en fait, sur lequel vous travaillez ou qu'un collègue sur lequel travaille. Vous allez pouvoir faire l'inventaire de vos données de recherche reliées à ce projet-là. Ensuite, on va définir un petit peu mieux qu'est-ce que c'est que la gestion des données de recherche, pourquoi c'est important.
On va faire ensuite d'autres exercices pour décrire votre processus de travail puis essayer de rattacher les éléments de votre inventaire de données à ce processus de travail relié au projet que vous avez choisi. Ensuite, on va aborder plus particulièrement les enjeux et défis reliés à la GDR, à la gestion des données de recherche dans ces disciplines. Puis, on va réfléchir au cycle de vie de vos données. Et enfin, on va terminer avec quelques ressources pour vous aider à continuer de répondre à vos questions puis aller plus loin, chercher de l'accompagnement. Donc, voici nos objectifs d'apprentissage. On va essayer d'apprendre à différencier différents formats de données en sciences humaines et sociales, arts et lettres, identifier les données dans vos propres projets de recherche, identifier certains de vos besoins en matière de données tout au long du cycle de vie de vos données, et également comprendre les éléments essentiels d'une bonne gestion des données de recherche dans votre contexte à vous. Donc, pour atteindre ces objectifs d'apprentissage, ça va être vraiment les exercices pratiques et les discussions qui vont être les plus importants, je pense. Donc, ça va être important de vous approprier l'atelier. On pourra l'adapter à vos besoins aussi, tout dépendant, là, pour que vous puissiez repartir avec des éléments de réponse concrets et utiles dans votre contexte personnel. L'atelier d'aujourd'hui s'inscrit en continuité d'un événement intitulé Research Data Management for Digitally Curious Humanists, qui a eu lieu en 2021. On va s'y référer à quelques reprises. C'est un événement qui s'est déroulé sur quelques jours dans le cadre du Digital Humanities Summer Institute, un événement qui est organisé à chaque année à l'Université Victoria. Donc, le contenu de cet événement-là de 2021 est disponible en ligne. Vous avez le lien ici que je pourrais vous remettre dans Slack tout à l'heure également. Il y a beaucoup de vidéos qui sont très utiles de différents praticiens en sciences humaines et sociales qui vont parler de leurs données. Il y a des présentations, il y a un rapport avec des recommandations, toutes sortes de choses que je vous recommande d'aller consulter plus tard. Donc, qu'est-ce que c'est que des données de recherche? Donc, pour commencer, je vous mets ici cette définition-là des trois conseils. Donc, les données de recherche, on peut les définir comme des données qui sont utilisées en tant que source principale à l'appui d'une enquête technique ou scientifique, d'une recherche, de travaux d'érudition ou de pratiques créatives qui vont être utilisées comme des éléments de preuve dans un processus de recherche ou qui sont acceptés par votre communauté de recherche comme étant nécessaires pour valider des conclusions. Ça peut être des données de toutes sortes, des données expérimentales, des données de tierces parties, des données du secteur public, etc. Donc, cette définition-là est intéressante, mais elle ne résonne pas beaucoup dans les sciences humaines et sociales, arts et lettres. Il y a beaucoup de chercheurs qui ne se reconnaissent pas beaucoup dans cette définition. Ici, vous avez une diapositive tirée de l'événement de 2021 que je mentionnais. La conférence principale a été donnée par Miriam Posner. Elle est intitulée Data Trouble. Elle proposait une réflexion très intéressante sur qu'est-ce qui constitue une donnée en sciences humaines, pourquoi il y a un malaise au sein de la communauté de recherche dans ces disciplines avec le terme donnée. Donc, il y a beaucoup de chercheurs en sciences humaines et sociales, arts et lettres, qui vont préférer utiliser d'autres termes que le mot données pour parler de leur travail, comme matériaux de recherche, sources primaires, corpus primaire. Donc, c'est des choses qu'on va aborder un petit peu. Ce qu'elle propose, Miriam Posner, c'est de réfléchir non pas en termes de quoi, qu'est-ce que c'est une donnée, mais plutôt quand est-ce qu'on peut parler de données. À quel moment dans notre processus de recherche est-ce qu'on peut considérer nos matériaux de recherche comme des données? Donc, selon elle, ce qui fait d'une donnée, une donnée, c'est pas en fait une qualité qui est inhérente aux matériaux de recherche, mais c'est plutôt la manière dont le chercheur a l'intention d'utiliser ces matériaux. Autrement dit, quel état de mes matériaux de recherche pourrait être le plus utile à ma communauté? Et c'est dans cet état-là que je peux penser à mes matériaux comme des données de recherche que je pourrais partager avec mes collègues, qui mériteraient d'être conservés sur le long terme, etc. Ici, je vous mets une citation d'un rapport très intéressant qui est une réflexion sur des matériaux de recherche en ethnographie dans le contexte des politiques de sciences ouvertes en Europe. Donc, ce que ça nous dit, c'est que on pourrait considérer les données comme quelque chose qui est produit. Les données, ça pourrait être davantage des construits, des obtenus, des capteurs, plutôt que comme un matériau brut à partir duquel le savoir scientifique s'élabore. Donc, les données ne sont pas passivement récoltées, mais plutôt façonnées. Les données incorporent le monde social dans lequel celui ou celle qui les produit évolue et les représentations qui se fait de ce monde.
Vous avez ici, je sais que la figure est un petit peu petite, mais vous allez pouvoir retrouver la référence, là, mais ça, ce sont les résultats d'une enquête qui a été menée auprès de chercheurs de l'Université du Minnesota. Donc, c'est une enquête qui était mentionnée par Miriam Posner dans son keynote. Vous avez, en fait, le résultat principal, c'est que l'enquête a montré qu'il y a vraiment une distinction entre les chercheurs qui parlent de leur travail en termes de données et ceux qui préfèrent utiliser le terme matériaux de recherche. Sur la figure à droite, vous avez en bas les répondants qui préfèrent utiliser le terme matériaux de recherche. Et en haut, ici, de la figure, ceux qui préfèrent utiliser le terme données. Et vous avez donc par couleur, là, ce qui est en rouge, ça correspond au Collège des arts libéraux, donc les chercheurs en sciences humaines et sociales. On voit que c'est quand même assez partagé dans toutes les disciplines. Et dans la figure suivante que je vous mets ici, c'est une figure qui ne se trouve pas dans l'article, mais qui avait été transmise directement à Miriam Posner par les chercheurs de l'étude. Ça montre un petit peu plus en détail les différentes disciplines des sciences humaines et sociales. Donc, vous avez en orange les chercheurs qui utilisent le mot « données », puis en turquoise, ceux qui préfèrent utiliser le terme « matériaux de recherche ». Donc, par exemple, en psychologie, en sociologie, on voit qu'il y a une forte utilisation du mot « données », tandis qu'en études anglaises, en études françaises, en histoire de l'art, on parle plutôt de matériaux de recherche. Ici, vous avez des résultats d'un sondage qui avait été mené à l'Université de Victoria en 2017 qui demandait aux chercheurs qu'est-ce que c'est que vos données à vous. Donc, il y a des gens qui ont répondu une chemise en papier craft dans un classeur, des fichiers PDF, du XML, des photographies, des vidéos, des œuvres d'art. C'est absolument tout, la connaissance, les histoires, les potins, également des graphiques, des images, des paramètres qui évoluent au fil du temps, des données qui s'articulent autour d'un récit social. Donc, c'est vraiment très varié. Et c'est un mot qui peut être parfois connoté un petit peu négativement parce que les gens ne vont pas nécessairement percevoir leur travail en termes de données. Ici également, vous avez d'autres résultats d'une autre enquête qui avait été envoyée juste avant l'atelier de 2021 que je mentionnais au début, qui demandait aux participants de dresser la liste de leurs données. D'après l'enquête, on peut voir qu'il y a des données qui ne sont pas toujours numériques, qui sont des fois des choses physiques. Donc, c'est assez varié pour les sciences humaines et sociales. On parle de fichiers texte, fichiers audio, mais aussi des documents d'archives physiques, des notices de catalogue de bibliothèque, des politiques publiques, des films, des cassettes, de la correspondance papier, des cartes, des logiciels, des artefacts historiques, des documents de toutes sortes de nature, des corpus de texte, même des éphémères. Donc, je vais vous poser une autre petite question dans Slack. Je vais faire ça un peu pendant l'atelier pour recueillir vos réponses. Donc, merci à ceux qui ont déjà répondu à ma petite question sur les disciplines. Et là, je vais vous poser une autre petite question. Si vous avez envie, vous pouvez répondre dans le fil de discussion. Quels sont les types de données dans votre domaine à vous? Ici, vous avez un exemple. Donc, les beaux-arts sont un cas un petit peu extrême qui, je trouve, permettent de bien comprendre la difficulté de décider à quel moment dans notre processus de recherche est-ce qu'on devrait considérer nos matériaux de recherche comme des données. Donc, tous les matériaux de recherche peuvent être considérés comme des données, tout dépendant de l'usage qui en est fait, mais ça peut être très compliqué de décider quand les sources primaires deviennent des sources secondaires, puisque ça dépend du contexte. Ici, c'est un exemple qui est tiré d'un exposé de John Bath de 2021. Vous avez à droite une œuvre de Damien Elves qui représente le studio de Frida Kahlo. Donc, cette œuvre-là est inspirée d'une photographie qui avait été prise en 1943 de Frida Kahlo dans son studio. Et il y a eu beaucoup d'étapes dans le processus de création. Probablement que l'artiste a fait d'abord
une première esquisse, une ébauche, ensuite ça a mené à l'œuvre finie, puis par la suite, il y a pu y avoir des dérivés également de l'œuvre. Donc, ce que John Bath dit dans son exposé, c'est que dans les beaux-arts, le processus de recherche en lui-même est ce qui constitue une donnée de recherche, parce que c'est le processus qui peut inspirer d'autres artistes à adopter une approche similaire ou une approche différente. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire un inventaire de ses propres données de recherche? Avant de mettre les mains à la pâte, on va vous proposer une petite méthode. D'abord, vous pouvez réfléchir à, en fait, choisir un projet, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure dans le cadre de l'exercice. Dans votre projet, vous pouvez réfléchir à chacun des processus qui vont vous permettre de mener à terme votre projet. Pour chaque processus, vous allez générer des matériaux, utiliser des matériaux de recherche. Puis, à chaque matériau de recherche, vous aurez différents types de fichiers qui vont être reliés à ça de différents formats. Donc, vous avez un exemple un peu simple ici, mais si vous travaillez sur un projet qui explore le terme de l'urbanisation du Québec dans l'œuvre de Gabriel Roy, bien, vous pouvez voir que chaque processus possède un ensemble de matériaux de recherche. Chaque matériel a des différents types de fichiers. Et donc, vous avez des sources primaires, des sources secondaires que vous pouvez générer au fil du projet. Donc, là, on va passer à notre premier exercice, faire votre inventaire de données. Donc, je me suis prêtée au jeu et je vous suggère d'utiliser un outil qui s'appelle Miro pour réaliser votre inventaire de données si vous voulez. Je vais vous expliquer par la suite comment faire pour l'utiliser. Donc, l'exemple que j'ai choisi pour me prêter à l'exercice, c'est un projet sur lequel j'ai participé il y a plusieurs années quand j'étais étudiante au doctorat en études littéraires et que je ne connaissais rien du tout à la gestion de données de recherche. Donc, j'ai rencontré beaucoup de défis, d'embûches et mieux connaître la gestion des données de recherche m'aurait beaucoup aidé à ce moment-là. Donc, grosso modo, c'est un projet qui était à cheval entre l'histoire de l'art, l'histoire littéraire et l'histoire du livre. Ça avait pour but de mener une enquête sur un exemplaire d'un livre du 16e siècle qui avait été beaucoup malmené par le temps. Donc, le but était de confirmer de quelle édition il s'agissait. Donc, pour ça, j'ai eu plusieurs processus. J'ai analysé les images qui étaient contenues dans le livre. J'ai analysé les textes. J'ai fait une analyse codicologique, donc du livre dans son ensemble. Puis, j'ai fait une revue de littérature. Pour chacun de ces processus-là, j'ai utilisé beaucoup de matériaux différents. J'ai eu accès à beaucoup d'images numérisées d'œuvres d'art. J'ai eu des photographies sur mon cellulaire. Donc, j'allais à la bibliothèque, je consultais des livres, des ressources en histoire de l'art. Je prenais des photos pour me souvenir de certaines œuvres que j'avais vues. J'ai eu beaucoup de photographies, de photocopies papier, en fait, de toutes sortes de documents, des ressources qui m'avaient été fournies, avec ou sans la référence bibliographique des fois. Beaucoup d'articles scientifiques aussi. J'avais des notes de lecture. Toutes sortes de documents d'archives numérisés aussi. J'utilisais une bibliothèque Zotero. J'avais également des ressources sur une clé USB. Donc, j'ai eu des soucis en termes de stockage. Puis pour tous ces matériaux-là, j'avais plein de fichiers, des fichiers images, des fichiers Word, des fichiers texte, des fichiers Excel également, parce que j'avais des feuilles de calcul pour faire le suivi de certaines choses. Et j'avais mes notes de lecture en format OneNote propriétaire. J'ai perdu l'accès à mes notes à un moment parce que j'ai perdu ma licence Office. Donc, ça, c'est un enjeu également. Puis, j'avais plein de dossiers papier. Donc là, ça va être à votre tour de jouer. Si vous voulez, je vous propose d'utiliser l'outil Miro. Donc, vous avez deux manières. Je vais vous partager le lien, en fait, dans Slack. Mais grosso modo, vous allez pouvoir aller à cette adresse-là, puis vous aurez deux choix. Si vous voulez, vous pouvez créer un tableau blanc ici en cliquant sur le bouton. Vous n'aurez pas besoin de vous créer de compte, mais votre tableau blanc va rester accessible seulement pendant 24 heures. Après l'atelier, vous pourrez exporter votre tableau blanc en image ou en PDF. Mais si vous voulez pouvoir conserver l'accès en mode édition, vous pouvez également vous créer un compte gratuit sur Miro, donc selon votre préférence. Donc, si
Je vais simplement vous mettre le lien dans Slack, comme ça, vous allez pouvoir vous y rendre. Et je vais vous montrer ici. Donc, une fois que vous allez vous être rendu sur ce lien-là, vous allez arriver sur une page comme celle-ci. Puis là, vous allez pouvoir choisir, disons qu'on ne veut pas se créer de compte. On appuie simplement ici. Et vous allez pouvoir commencer. Je vous laisserai mon exemple affiché là, pour que vous puissiez faire. J'ai perdu mon petit menu. C'est étrange. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à se rendre sur Miro? Oui. Oui. Est-ce que vous avez un petit menu à gauche avec différentes options qui apparaissent? Oui, j'ai une barre à gauche là, avec des options comme stylo, modèle. OK, parfait. Parce que j'ai changé de navigateur, puis pour une raison que j'ignore, je ne le vois pas ici, mais je vais vous montrer peut-être dans un autre navigateur, juste un moment. Donc, vous devez avoir un menu à gauche normalement. Moi, je ne vois pas le menu, sauf une petite main en T et comme un post-it. C'est ça ou il y a d'autres choses? Ah, c'est ça. Ici, le petit menu ici. Est-ce que tout le monde voit ça ici? J'ai fermé, il y avait une petite boîte ici. Je ne sais plus ce que j'ai fait, mais là, je vois mon menu. Il y a eu 2 liens dans la zone de clavardage de Zoom. Le premier lien suggéré par Lydia amenait vers l'exemple que Sarah avait déjà créé. Ah, voilà. Le deuxième lien, c'est lui qui vous amène vers un tableau blanc. Et présentement, c'est le tableau blanc. Oui, c'est ça. Là, on va utiliser un tableau vide. Je vous ai partagé mon exemple seulement à titre de référence, là, mais vous pourrez l'avoir sous les yeux. Je vais le repartager tantôt quand vous allez faire l'exercice. Donc là, effectivement, il faut suivre le lien pour avoir un tableau blanc vide. Puis normalement, vous devriez avoir un petit menu ici. Puis, ce que vous allez pouvoir faire, c'est utiliser l'option des notes collantes, là, des petits post-it. Et vous pouvez choisir différentes couleurs. Donc là, par exemple, on va créer un premier post-it. Vous pouvez mettre le nom de votre projet. Puis ensuite, on peut utiliser une autre couleur, là, la couleur que vous souhaitez. Je vous recommande d'utiliser des couleurs différentes pour vous y retrouver parce qu'on va réutiliser nos post-it au fil des autres exercices. Et là, dans chacun de mes nouveaux petits post-it, matériel numéro 1, disons. Là, je vais en créer plusieurs comme ça. Vous pouvez noter tous vos matériaux. Et puis, vous pouvez organiser comme ça vos choses. Et vous allez ensuite choisir une autre couleur. Ah, pardon, j'ai oublié les processus, mais c'est pas grave. Regardez, avec Miro, c'est facile là, de se créer de l'espace comme ça. Donc, vous pouvez avoir une petite feuille comme ceci pour vos processus 1, etc. Et avec également les formats, différents formats des fichiers que vous avez créés pour chaque matériau. Est-ce que ça vous semble faisable et clair? Vous comprenez? Vous avez réussi à vous rendre sur le site de Miro? Moi, je me suis rendue, mais je me suis retrouvée avec une pile de choses. Peut-être que vous avez suivi le lien dans lequel il y a déjà des choses rentrées dans... Non. J'ai cliqué sur le post-it, là, et je me suis retrouvée avec 6 post-it, des piles de différentes... Ah, des piles! Comment je les enlève? Est-ce que c'est Pierre-Luc qui voulait intervenir? J'ai pas bien compris. Non, c'est Mathieu. En fait, moi aussi, il m'est arrivé d'avoir 6 dans le fond, 6 comme blocs de papillons de couleurs différentes. Je crois qu'il est possible, en fait, d'aller les sélectionner un à un pour les effeuiller en quelque sorte, puis on peut utiliser ces feuilles-là pour les placer de manière individuelle sur le panneau ensuite. Moi, j'arrive pas à les bouger et j'arrive pas à les enlever. Ah, OK. Bien, de toute façon, c'est pas très important. Vous pouvez utiliser un autre outil que Miro. En fait, c'est un exercice qui se fait très bien aussi sur une feuille et du papier. Donc, s'il y en a qui préfèrent ne pas perdre de temps avec ça, puis simplement
pouvez prendre une grande feuille avec un crayon. Essayez de vous garder un petit peu de place sur la feuille parce qu'on va réutiliser ça dans les exercices suivants. Sinon, vous pouvez également même prendre un fichier Word vide et vous créer plein de petites puces avec différents niveaux, là. Donc, il y a vraiment plein de manières de faire l'exercice. L'idée, c'est seulement de réfléchir à choisir un projet, penser aux différents processus pour réaliser ce projet-là et donc aux différents matériaux de recherche, aux différents fichiers, au format que vous avez besoin d'utiliser pour ce projet. Donc, je vous remets mon exemple sous les yeux si ça peut vous aider, là. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Voir les uns les autres ou non? Chacun travaille de son côté, c'est bien ça? Oui, chacun travaille de son côté. Puis on va pouvoir mettre en commun à la suite de l'exercice. Je pensais partir un fil de discussion Slack, puis vous allez pouvoir partager une capture d'écran ou une photo là, si vous avez travaillé sur du papier. Si vous avez envie, vous pourrez le partager avec les autres participants. Donc, je vous laisse environ 5-10 minutes pour réfléchir à ça. Simplement, levez votre main quand vous avez terminé. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Vous pouvez répéter quelle est la consigne pour le post-it, disons? Oui, donc par exemple, si vous voulez utiliser Miro pour faire l'exercice, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on doit écrire pour chacun à son tour? Oui, bien, en fait, ce que vous allez faire, c'est essayer de reproduire un petit peu cet exercice-ci que je vous montre à l'écran pour le projet que moi j'avais choisi. Donc, vous allez avoir besoin, grosso modo, de 4 différentes couleurs de post-it. Un pour votre projet, ensuite un pour vos différents processus, ensuite un pour vos matériaux, puis un pour vos types de fichiers. Donc, si on... OK, parfait.
Est-ce que ça va pour le moment? Si jamais ça peut vous aider, Pierre-Luc a trouvé ce qui avait causé là, les multiples notes qui se sont accumulées d'un coup pour certaines personnes. Est-ce qu'il y en a qui ont encore ce problème-là qui voudraient savoir comment l'enlever? Oui, s'il vous plaît. OK. Donc, je vais vous montrer. Je me demande si je peux faire ça en rafraîchissant la page ici, par exemple. Juste un moment, je vérifie juste. Rafraîchissant, ça marche pas. Je me suis reconnectée. Ah, c'est ça. Ça revient. Est-ce que vous êtes capable de vous ouvrir un onglet en navigation privée dans un navigateur? Moi, je peux essayer ça, oui. Parce que là, ça vous permettrait d'avoir... là, dans mon cas, moi, OK, New Incognito Window, je ne sais pas quel navigateur vous utilisez, mais là, si vous ouvrez, on peut le faire ensemble. Est-ce que vous avez réussi à ouvrir un onglet en navigation privée? Dites-moi quand vous avez réussi à ouvrir un onglet comme ça, puis on va le faire ensemble. C'est aussi possible de supprimer les notes pour arriver à l'état initial. Donc, de toutes les... ça a marché, merci. Ça a marché, merci. Ah, OK, parfait. On va prendre encore quelques minutes pour continuer l'exercice. Est-ce que ça avance bien pour vous? OK, parfait. Merci. Je vois qu'il y a certaines personnes qui ont commencé à partager leur tableau blanc. Merci beaucoup. On se laisse encore une minute ou deux pour terminer cette partie de l'exercice. Parfait, donc on va attendre encore une petite minute. Donc, si ça vous va, on va reprendre. Ne vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas eu le temps de terminer, vous allez pouvoir avoir d'autres temps pour les parties des exercices suivants. Donc, vous pourrez reprendre aussi si vous avez besoin. Donc, je vais
repartager ici la présentation. Oups. Je note ici. Alors, est-ce que c'est bien allé? Est-ce que vous avez des commentaires sur cette partie de l'exercice? On pourra continuer les discussions sur Slack. Ah oui, allez-y. Oui, je pense que j'ai plein de questions qui me sont venues. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on fait pour distinguer vraiment les données de tout ce qui nous influence dans notre recherche, par exemple. Moi, par exemple, je suis beaucoup Twitter, puis je suis des scientifiques sur Twitter, mais ce n'est pas des travaux que je vais citer ni utiliser, mais pourtant, je sais quand même que les choses qui développent dans des threads Twitter vont m'influencer après. Mais ça, je ne vais pas les mettre dans des données. Mais en même temps, ce ne serait pas très honnête non plus de ne pas les mettre du tout. Oui, effectivement. Mais c'est ça qui est difficile, je trouve, dans les sciences humaines et sociales, c'est qu'on travaille avec tellement de types de matériaux différents, puis tout n'est pas, tout ne va pas se retrouver à être à devoir être déposé dans un dépôt de données, par exemple. Donc là, on est vraiment au stade préliminaire de juste réfléchir à l'ensemble de nos matériaux de recherche. Donc, en ce sens-là, si vous suivez Twitter, par exemple, si c'est une de vos sources d'inspiration pour votre travail, ben oui, vous pouvez les considérer comme des matériaux de recherche, puis ajouter ça vraiment dans votre processus de réflexion là, pour votre projet. Donc, c'est important d'inclure tout ça parce que ça peut poser des enjeux. Tu sais, si vous travaillez avec des tweets, des tweets, par exemple, ça vous aide dans votre travail, non pas pour être nécessairement publié ou diffusé par la suite, mais vous avez peut-être quand même besoin de les documenter, de les noter quelque part. Peut-être que vous avez des fichiers de suivi, différents outils là, pour vous aider à garder des traces de ça. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous perdez l'accès au logiciel qui vous permet de conserver ces tweets-là? Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça... En tout cas, c'est ce genre de questions que j'essaie de vous amener à vous poser. Oui, vous avez une question? Oui, si c'est à moi de vous oui, parler. Oui, Marie-Dile, oui, c'est à vous que je m'adresse. Oui, moi j'ai des couches archéologiques de données. Donc, j'ai des données qui ne fonctionnent que dans un environnement natif. Donc, par exemple, j'avais des scripts en Python 1, quelque chose, là, 1,6, qui ne marchaient plus qu'avec la vieille machine. Et je savais que le jour où cette machine se plantait, ben, je ne pourrais plus faire tourner ce logiciel avec les scripts qui servaient. Et donc, bref, ma question à voir avec l'obsolescence et avec l'archivage comme j'ai des données, mais jusqu'à quand, ok? Elles sont lisibles. Donc, quand vous demandez les formats, ben, là, c'est du docx, mais on a des vieilles choses en doc et on a des choses dans d'autres choses. J'essaye toujours de les mettre dans des formats qui, j'espère, seront lisibles. On avait des belles choses Macromedia Flash, ça ne marche plus. Il y a toujours un problème en recherche, même d'amener à jour les données du passé pour pouvoir continuer à les utiliser. Et il n'y a aucune subvention pour faire ça. Donc, on utilise les nouvelles subventions pour reprogrammer ou remettre à jour. C'est même avec des vieux courriels. Hein. On parle des tweets, mais ça peut être des vieux courriels qu'on lisait il y a... Moi, j'ai des boîtes de courriels spéciales d'échanges avec des collègues. C'est vraiment des données de recherche. Et puis, bon, là, maintenant, on a des tas d'enregistrements de réunions Zoom là, depuis la pandémie. Mais est-ce que ça sera encore les formats audio? Ça a tellement évolué au fil du temps, etc. Donc, vraiment, cette relation entre les couches archéologiques, la dimension du temps dans l'inventaire des données. Oui, tout à fait. Oui. Effectivement, c'est un enjeu qui est vraiment très important. Puis comme vous le soulignez bien, je pense qu'au Canada, on a beaucoup de financement pour la recherche et le développement, mais il n'y a pas nécessairement beaucoup de fonds pour l'infrastructure, comment on fait pour conserver l'existant, puis le mettre à jour et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est un enjeu vraiment important. Puis, ce que vous mentionnez, ce que vous vivez dans votre travail, je pense que c'est très complexe, puis vous aurez besoin de soutien. Là, donc, c'est sûr que moi, je ne suis pas
spécialiste là, pour vous donner toutes les réponses pour votre cas à vous, mais il y a des ressources qui existent également. Il y a peut-être des gens, les bibliothécaires de votre institution qui pourraient peut-être vous aider pour répondre à certaines questions. Là, est-ce qu'il y a des fichiers qui peuvent être migrés dans un autre format facilement pour qu'ils soient plus durables? Jusqu'à présent, les bibliothécaires n'ont pas été capables de m'aider. OK. Ou si jamais on voulait demander de l'aide, ça coûterait très cher. On me ferait payer. Il faudrait que je trouve l'argent pour le faire. Donc, pour l'instant, je le fais juste en catimini sous couvert de nouveaux projets. Oui, je comprends. En fait, je ne pourrais pas vous répondre dans le cadre de cet atelier-ci, mais on pourrait poursuivre la discussion sur Slack puis essayer de voir s'il y a d'autres ressources auxquelles je pense qui pourraient, ou que d'autres personnes pensent pour vous aider. Là, donc, on pourra en discuter, rester en contact. Oui, Mathieu, vous avez une question également? Oui, en fait, c'est ça, je vais écrire une réponse qui pourrait peut-être intéresser. Merci, super. Mme Jonker, par rapport à Flash, là, il y a quelques options qui se présentent, notamment quelques outils qui ont été développés, que moi-même, je n'ai pas utilisé, mais qui semblent vouloir s'attaquer à faire marcher Flash dans l'environnement moderne. Le problème principal avec Flash, ça semble vraiment être au niveau de la sécurité, là, les vulnérabilités qui existent là, dans le format avec mon format je vous remercie. moderne. J'ai résolu le problème quand je sais que ça va devenir obsolescent. Là, on a tout converti avant la date limite. Mais donc, Okay. moi, je ne me suis pas fait prendre avec ça. Mais pour vous donner des exemples, ça m'est arrivé de numériser des bandes magnétiques d'enregistrement. Je travaille sur les langues autochtones, OK? Des bandes magnétiques d'enregistrement, mais heureusement que le vieux collègue à la retraite, il avait encore la machine avec laquelle il avait enregistré. Il y a pas juste les données, il y a l'écosystème sur lequel on peut lire les données. Oui, je comprends. Donc, quand on parlait des tablettes de cire, ça va, mais l'accélération est telle, les 20 dernières années, que c'est extrêmement difficile d'arriver à maintenir il y a certains formats qui sont à privilégier, évidemment, mais il y a quand même des choses où je garde différentes vieilles versions. Par exemple, pour les textes en syllabique, avant l'Unicode, tous les différents convertisseurs. J'ai encore un convertisseur qui marche sur Windows XP que je peux faire tourner sur une vieille machine. Et quand il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils veulent convertir ça, je peux encore allumer la vieille machine qui tourne encore sur Windows XP, mais je ne sais pas pour combien de temps je vais faire pouvoir marcher ce script sur Windows XP. Et pourtant, je ne peux pas lire ces fichiers dans d'autres. C'est des acrobaties de conversion pour arriver à ramener les données à un format lisible moderne. Alors, je sais que ce n'est pas le sujet de l'atelier, mais je voulais juste vous le mentionner comme un des défis qu'on rencontre tout le temps. Récemment, là, je viens d'apprendre que le wiki que j'utilise depuis de nombreuses années, qui s'appelle Track, qui marche de nouveau sur un vieux serveur Windows, qui a 15 ans de travail de mes assistants en backup et des notes sur ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait, quand on l'a fait, énormément de documentation de la recherche qui s'est faite. Et bien là, il faut tout d'un coup que je le reprogramme vite, parce qu'il ne va plus marcher. Sinon, tout va être perdu. Oui. Mais il y a peut-être l'option de la virtualisation là, qui pourrait s'offrir à vous, là, finalement, quand le matériel de votre vieille machine ne pourra plus tourner. Il y a toujours cette option-là d'utiliser. Il y a beaucoup de choses. Je fais tourner pas mal de choses sur Calcul Canada avec des machines virtuelles. Parce qu'en avril, à cause de la cybersécurité, on nous a obligés de changer de serveur très rapidement. Malheureusement, les pare-feux des machines virtuelles font qu'il y a plein de scripts qui se plantent et donc les données ne marchent. La query, là, le fait d'aller les chercher, de les renvoyer, il y a trop de pare-feux avec les machines virtuelles. Il y a plein de choses qui marchent plus à cause de ça. Si je peux me permettre, l'outil de VirtualBox, par exemple, c'est un outil qui est différent. Là, donc, les machines virtuelles qu'on peut lancer là, sur les serveurs chez Calcul Québec, au sein de l'Alliance, en fait, il y a certains enjeux
c'est un cas de figure assez particulier, là, mais peut-être que l'outil VirtualBox, ça pourrait être une solution pour vous, là, pour avoir un système d'exploitation, même sur Windows XP ou des choses, des vieilles choses. Donc, peut-être une piste à explorer quand même. Merci. Si ça ne vous dérange pas, peut-être, à moins qu'il y ait d'autres interventions, mais peut-être qu'on pourrait reprendre la suite de l'atelier, si vous voulez. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Ali, est-ce que vous vouliez dire quelque chose? OK, ben en tout cas, s'il y a autre chose, faites-moi signe. Sinon, on va reprendre. Je vais juste essayer de remettre mes notes. Alors, donc, on en parle depuis le début de l'atelier, mais qu'est-ce que c'est plus précisément là, quand on parle de gestion de données de recherche? Vous avez ici la définition des 3 conseils. Donc, la gestion des données de recherche peut se définir comme les processus qui sont appliqués tout au long du cycle de vie d'un projet de recherche pour guider la collecte, la documentation, le stockage, le partage et la conservation des données de recherche. Au Canada, bien, on a la politique des 3 conseils là, que vous connaissez sans doute. Je rappelle juste les éléments de base pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec la nouvelle politique. Donc, il y a 3 volets. Un volet qui s'adresse aux établissements de recherche et les hôpitaux de recherche qui sont admissibles à administrer des fonds des organismes subventionnaires. Donc, doivent se doter d'une stratégie de gestion de données de recherche. Au niveau des chercheurs, maintenant, les demandes de subventions qui sont soumises aux organismes subventionnaires devraient inclure des méthodologies qui tiennent compte des bonnes pratiques en matière de GDR. Même pour certaines occasions de financement aussi, c'est obligatoire que des plans de gestion de données soient soumis au moment de la demande, qui vont être pris en considération dans le processus de prise de décision. Et le dernier volet, c'est les dépôts de données. Donc, les titulaires de subventions doivent déposer dans un dépôt numérique leurs données de recherche, leurs métadonnées, leurs codes qui ont appuyé leurs conclusions de recherche, publiées dans des revues, mais aussi des prépublications qui découlent de projets financés. Donc, maintenant, on va aborder un peu plus les processus de travail parce que c'est lié en fait à tout ça. Là, le cycle de vie des données, c'est lié au cycle de vie de la recherche. Donc, là, on va s'intéresser à qu'est-ce que c'est plus précisément un processus de travail. Vous avez un exemple ici d'un processus pour faire une revue de littérature scientifique. Alors, il y a plusieurs étapes. Là, vous avez les références en bas pour retrouver l'origine de cette figure. Donc, pour réaliser une revue systématique de littérature, bien, il faut d'abord identifier une question de recherche, écrire un plan ou un protocole de revue. Ensuite, on peut commencer à chercher des études sur le sujet. Ensuite, consulter ces études-là, en sélectionner les plus pertinentes pour notre question, puis exclure celles qui ne sont pas appropriées. Ensuite, extraire les données ou les résultats des études. Ensuite, évaluer la qualité de ces études-là, combiner, faire une sorte de synthèse là, des différents résultats qui ont été obtenus par d'autres chercheurs. Ensuite, réfléchir, établir une conclusion par rapport à tout ça. Ensuite, rédiger notre revue systématique et la diffuser dans une revue, par exemple. Donc, à chacune de ces étapes-là, il y a différents types de données qui sont produits. Vous pouvez noter les types de fichiers pour chacune de ces étapes. Donc, par exemple, au début de votre processus, peut-être que vous avez généré des documents de travail, des protocoles de revue, vous avez peut-être des feuilles de tableurs de suivi, vous avez accès à des articles scientifiques en format PDF peut-être, vous avez peut-être un espace de travail in vivo là, pour l'analyse des données qualitatives. À un moment où vous allez rédiger votre article, vous avez peut-être des fichiers Word ou d'autres types de formats, etc. Bon, une fois que vous avez modélisé votre processus de travail, vous pouvez commencer à poser des questions par rapport à la gestion de vos fichiers qui vont devoir être prises en compte pendant différentes étapes de votre projet. Donc, où est-ce que vous allez stocker vos fichiers? Est-ce qu'il y a des requis en matière de sécurité? Est-ce qu'il doit y avoir des mots de passe sur certains fichiers? Est-ce qu'il y a des logiciels qui doivent être nécessaires pour lire les fichiers? Quels membres de votre équipe doivent avoir accès aux fichiers?
est-ce qu'il y a des dépendances, des relations entre les fichiers et quelle est la durée de vie de chacun de vos fichiers. Donc là, vous allez pouvoir, on va passer à la suite de l'exercice et ça va être un exercice cette fois-ci en 2 parties. D'abord, vous allez pouvoir modéliser votre processus de travail pour le projet que vous avez choisi. Vous pouvez garder le même tableau blanc puis simplement créer un petit peu de place puis créer en dessous ce processus-là. Je peux vous montrer après dans Miro ce que ça peut donner. Donc, moi, pour le projet que j'avais choisi, le processus, grosso modo, c'est que j'ai déterminé ma question de recherche, j'ai fait ma revue de littérature, j'ai analysé la structure de mon livre, j'ai analysé le contenu, j'ai essayé de confirmer mon hypothèse de départ et finalement, j'ai rédigé et soumis mon article. Alors, je vais vous montrer dans mon tableau blanc, je vais juste vous montrer pour ceux qui sont dans Miro, là, vous pouvez zoomer comme ça, modifier le zoom. Et avec le clic droit de votre souris, vous pouvez vous déplacer également là, sur votre tableau. Donc, vous pouvez, par exemple, créer d'autres petites notes en dessous avec une autre couleur, par exemple. Donc, on va commencer par faire cette étape-là. Puis après, je vous le dis déjà, mais on va avoir une deuxième partie à l'exercice qui va être de reprendre les différents matériaux de recherche, les différents formats que vous avez déjà écrits dans la première partie de l'exercice, puis on va venir les rattacher à chacune des étapes de votre processus de travail. Donc, vous pouvez simplement commencer par cette étape-ci et me faire signe quand vous avez terminé. Puis après, ça sera simplement de venir, vous pouvez sélectionner vos notes et les copier et les déplacer. Là. Donc, vous allez pouvoir passer à la deuxième partie de l'exercice par la suite. Donc, en ce moment, on commence ici par modéliser. Je ne sais pas si c'est trop petit pour que vous voyez bien. Donc, on va prendre quelques minutes pour faire cette partie-là de l'exercice. On va prendre 2-3 minutes. Puis, comme tout à l'heure, vous allez pouvoir partager dans Slack le résultat de votre exercice. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pardon, j'ai peut-être manqué cet élément-là, mais je vois un peu mal, en fait, la distinction qu'on attribue ici, là, ce nouveau graphique-là, par rapport à la colonne processus qu'on a fait en première étape tout à l'heure. C'est plus détaillé? En fait, c'est de voir En fait, vous pouvez voir l'exercice de différentes manières. C'est vrai que la notion de processus est un petit peu subjective, disons, là, mais vous pouvez soit choisir un de ces processus-là, n'importe lequel, puis simplement rattacher, par exemple, même vous pourriez faire des flèches là, avec vos différents matériaux pour modéliser de cette façon-là. Moi, ce que j'ai eu envie de faire, ce qui me semblait le plus utile dans le cas de mon projet, c'était de réfléchir à un processus, mais à plus haut niveau, sur l'ensemble du projet, donc un peu plus en termes chronologiques, là, quelles sont les étapes de travail que j'ai exécutées, quelles sont les... un peu dans l'esprit du schéma que je vous ai montré pour la revue de littérature. Mais si ce n'est pas quelque chose qui vous semble nécessairement utile, c'est à vous de voir là, si vous pensez que c'est plus utile pour vous de modéliser vraiment un niveau, un processus plus précis, là, comme vous avez décrit tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'aviez fait déjà un peu en ordre chronologique, si on peut dire, mais à ce moment-là, vous pouvez adapter l'exercice à vos besoins, puis simplement venir tracer un peu les liens, puis réfléchir aux relations entre vos matériaux et les différents processus. Est-ce que ça répond à votre question? Oui.
Je vais vous laisser encore peut-être 1 minute ou 2 pour terminer cette partie-là. Est-ce que ça vous aide à réfléchir un peu plus, cet exercice-là? OK, parfait. Vous trouvez plus difficile que le premier exercice? Ben, c'est vrai que ça dépend beaucoup peut-être des projets, je dirais, là, mais effectivement, c'est pas simple. Moi aussi, quand je me suis prêtée à l'exercice, j'ai vraiment trouvé que c'était pas évident, mais à l'issue des 4 exercices, j'ai trouvé que ça m'avait aidé à mieux comprendre les différents enjeux du projet que j'avais fait à l'époque, puis ça m'a donné des idées sur comment j'aurais pu faire pour avoir une meilleure gestion de mes données. Que personnellement, c'est un processus qui est très itératif, auquel il faut revenir fréquemment pour le projet aussi. Quoi que ce soit tout à fait Oui, pertinent de le faire a priori pour débroussailler un peu ce qui nous attend. Je pense qu'il y a toujours des inconnus. Là. Je suis persuadé, par exemple, que la personne tout à l'heure qui a mentionné le fait qu'elle était maintenant confrontée à des scripts qu'elle avait de la difficulté à faire tourner là, soit sur des serveurs distants ou en raison de pare-feu ou bien en raison de matériel de plus en plus désuet. Je suis sûr que c'est des difficultés techniques qui sont à peu près impossibles à prévoir d'avance puisqu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va être, être conservé à jour, qu'est-ce qui va ne pas l'être finalement. Là. oui, tout à fait. C'est vrai que dans la vie réelle, là, quand on travaille sur des projets complexes là, de longue haleine avec d'autres collaborateurs, ça peut venir vite très, très, très compliqué. Puis c'est bien d'avoir le réflexe de se poser ces questions-là de façon ponctuelle, là, comme vous dites, tout au fil des projets. Donc, ceux qui ont réussi à terminer ou du moins à avancer un peu dans leur réflexion, si vous avez envie, vous pouvez partager une capture d'écran de votre travail dans Slack. Parce que comme ça peut inspirer d'autres participants aussi. S'il y en a qui ont de la difficulté à modéliser leur processus, mais ça peut être le fun d'avoir des exemples de gens d'autres disciplines. Donc, une fois que vous avez fait, vous avez complété donc ça, vous pouvez, comme je vous disais, soit vous pouvez carrément venir coller ici vos petites notes, ou moi j'ai préféré le faire en 2 étapes, là, mais donc vous sélectionnez simplement vos notes, vous venez copier-coller là, donc vos différents matériaux de recherche, les différents formats, juste pour avoir une idée un peu là dans votre projet, là, dans l'ensemble des étapes d'exécution, qu'est-ce que vous allez utiliser? Et je trouve que c'est intéressant de faire cet exercice parce qu'après, ça nous aide à un peu mieux réfléchir au cycle de vie de nos données. Donc, dans mon exemple, à un moment dans mon processus, j'utilisais des photocopies papier. Donc, j'avais utilisé mes notes de lecture, j'avais des feuilles de suivi, toutes sortes de documents. Et ça m'est arrivé là, même quelques années après la fin du projet, d'avoir une personne qui m'a contacté pour me dire « Ah, je serais vraiment intéressée à avoir certaines ressources. » Puis là, c'était compliqué parce que comme j'avais pas de bonne solution de stockage, notamment pour des numérisations là, d'éditions anciennes, mais j'avais tout ça sur une clé USB, donc on a dû se rencontrer en personne pour que je puisse les remettre les fichiers. Donc, c'est des choses qui sont quand même à considérer. Là. Est-ce qu'il y avait une personne qui voulait intervenir? Je ne suis pas sûre d'avoir vu quelqu'un ouvrir son micro. OK, donc... J'avais oui? mon vidéo, je suis désolée, c'était une erreur. Ah, ben non. Donc, si vous avez envie, si ça vous semble utile, vous pouvez continuer avec cette deuxième partie de l'exercice. On peut se donner 1 ou 2 minutes pour ça. Je vois que le temps avance un petit peu, donc on peut le faire rapidement, puis vous pourrez continuer, pour ceux qui n'ont pas terminé, vous pourrez terminer chez vous après la fin de l'atelier. Je vous laisse quand même 1 minute ou 2 là.
Donc, si vous voulez bien, on va reprendre. Donc, quels sont les enjeux et défis reliés à la gestion des données de recherche en sciences humaines et sociales, arts et lettres? On a déjà commencé enfin, on a beaucoup abordé cette question depuis le début de l'atelier, mais j'aimerais qu'on continue la réflexion un petit peu plus loin. Réfléchir au cycle de vie des données, c'est un bon point de départ pour aborder les enjeux et défis propres à nos disciplines là, en termes de GDR. Donc, parallèlement au cycle de vie de la recherche, bien, vos fichiers ont aussi un cycle de vie qui leur est propre, qui concerne la manière dont ils sont gérés. Donc, ici, vous avez un schéma du cycle de vie, disons, idéal là, des données. Donc, au départ, si vous démarrez un nouveau projet, vous êtes bien au courant de la nouvelle politique, vous faites les choses comme il faut, mais vous, là, vous démarrez avec un beau plan de gestion de données. Vous êtes à l'étape de planification de votre projet. Puis ensuite, ben là, vous êtes prêt à commencer à acquérir des données. Mais ces données-là, il faut quand même les stocker quelque part pour pouvoir y accéder. Donc, il faut réfléchir à une solution de stockage. Puis ensuite, dans le cycle de vie, bien, les données vont pouvoir être publiées, partagées soit à l'interne juste dans votre équipe ou peut-être au grand public également. Il faut également réfléchir à la conservation de ces données-là. Est-ce qu'elles doivent être, elles vont pouvoir être détruites à l'issue du projet ou elles doivent être conservées sur le long terme, par exemple? Et si les données sont conservées et accessibles, stockées quelque part, bien, elles pourront également être découvertes et réutilisées par d'autres personnes ou par vous-même également dans le futur. Donc, pourquoi c'est utile de réfléchir au cycle de vie des données? Ça nous permet de mieux identifier les ressources, les outils, l'expertise nécessaire pour bien gérer nos données. Ça nous permet d'identifier puis de résoudre certains problèmes avant même qu'ils ne surviennent. Ça nous permet de rester bien organisés dans notre projet, de nous assurer de bien respecter la confidentialité des données, de favoriser la collaboration, le partage des données, puis bien sûr de respecter les exigences des organismes subventionnaires. Donc, j'avais un quatrième exercice en fait à vous proposer, mais je vous proposerais de le faire chez vous par la suite si vous avez envie, parce qu'on va manquer un petit peu de temps pour le compléter. Mais grosso modo, j'avais juste envie que vous réfléchissiez là, avec tout ce que vous avez fait jusqu'à présent sur votre tableau blanc. Là, réfléchissez à vos matériaux de recherche, à vos fichiers, puis posez-vous des questions par rapport au stockage, au partage, à la sécurité et à la conservation des données. Donc, ça peut être juste dans les grandes lignes. Par exemple, si vous prenez un matériau de recherche, est-ce que, comme dans mon exemple ici, par exemple, si je pense à mes images numérisées, est-ce que ça représente un volume important de données ou un faible volume de données? Est-ce que au niveau du partage, ça doit être complètement ouvert, complètement fermé, ouvert seulement pour les membres de mon équipe? En matière de sécurité, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers? Les données doivent être cryptées ou protégées par un mot de passe. Et par rapport à la conservation, est-ce que ça doit être seulement sur le court terme, la durée du projet ou le long terme? Donc, vous allez pouvoir continuer votre réflexion avec ces éléments-là. Et si vous avez envie même de rester en contact sur Slack, vous pourrez même, après coup, là, dans les prochains jours, publier une capture d'écran de votre exercice si vous avez réussi à le compléter. Et bien maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut, tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre premier plan de gestion de données. Donc, ça va être le sujet de la prochaine session. Et maintenant, bien que faire pour poursuivre? Vous avez certainement encore plein de questions, des cas compliqués dans vos projets, des enjeux pour des projets existants, comme on a discuté pendant l'atelier. Donc, pour continuer de trouver des réponses à vos questions, des petites ressources, je vous ai mis quelques liens, là, mais il existe énormément de ressources. Je vous dirais peut-être le premier point de contact, là, ça serait vos bibliothèques dans vos institutions. Souvent, il y a même des services dédiés à la gestion des données de recherche dans les institutions qui sont souvent en fait en collaboration entre les bibliothèques et les bureaux de la recherche. Donc, vous pouvez simplement taper le nom de votre institution et gestion de données de recherche dans votre moteur de recherche préféré, puis vous allez trouver de l'information. Vous pouvez également consulter le site de l'Alliance. Il y a plein de ressources, des guides, des exemples, toutes sortes de liens également.
Donc, vous avez accès à la présentation dans Slack, donc vous pouvez retrouver tous ces liens-là. Il y a une petite question. Pour les notes de lecture, que veut-on dire par format propriétaire? Oui, merci Mathieu de répondre. Effectivement, donc des exemples de formats propriétaires qui sont bien connus, c'est les fichiers Word. En fait, tous les logiciels de la suite Office, là, donc ce sont on doit payer pour acheter la licence, et ce sont des formats qui sont propriétaires. Donc, quelqu'un qui n'a pas une licence de Word va peut-être avoir de la difficulté à ouvrir un fichier, quoique maintenant, il y a des alternatives. Là, mais par exemple, dans le cas de mon projet à moi, j'avais des notes de lecture OneNote, comme je vous disais, puis j'avais pas bien exporté mes données avant de perdre ma licence, et puis j'arrivais plus à ouvrir mon carnet de notes. Donc, effectivement, le CRSH nous demande aussi de privilégier les formats open source. Merci, Marie-Odile. Oui, de plus en plus, on est sensible à ça, donc c'est bien de faire attention. Là, si vous avez besoin d'utiliser un logiciel dans le cadre de votre projet, c'est bien de réfléchir à est-ce qu'il y a une alternative gratuite ou ouverte en code source ouvert. Également pour les publications. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, merci beaucoup. Et j'aimerais également profiter des dernières petites minutes pour vous parler d'un projet aussi. Pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement plus précis là, par rapport à la gestion de vos données de recherche dans votre projet, il y a présentement un projet de recherche qui est qui s'intitule « Accompagner la gestion des données de recherche en phase active, une approche intégrée ». C'est un projet qui est subventionné dans le cadre d'une subvention de connexion du CRSH, qui est piloté par Marie-Jean Meurs, qui est professeure d'informatique à l'UQAM et membre du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Et présentement, l'équipe du projet est en phase de recrutement pour en faire recruter 18 équipes de recherche en sciences humaines et sociales qui ont besoin d'accompagnement précis pour améliorer leur gestion de données pendant leur projet. Donc, si vous manifestez votre intérêt, que vous êtes sélectionné pour participer, c'est totalement gratuit, bien sûr, puis vous allez pouvoir bénéficier de conseils des professionnels du Bureau des initiatives numériques et de la plateforme en humanité numérique de l'Université de Sherbrooke. Vous allez pouvoir avoir accès à une infrastructure informatique pour faciliter la gestion de vos données de recherche avec des procédures de sauvegarde et toutes sortes de choses. L'accès à une salle de clavardage aussi Mattermost pour faciliter la communication entre les membres de votre équipe et les professionnels du projet. Et bien également la possibilité de vous démarquer comme équipe de recherche grâce à votre gestion de données exemplaire. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, vous avez les contacts ici de Sophie qui est parmi nous aujourd'hui et Olivier Santerre également. Vous pouvez bien sûr me faire signe sur Slack et je pourrais vous mettre en contact si c'est plus facile pour vous. Je ne sais pas, Sophie, je te prends un petit peu à brûle pour point, mais si jamais tu as quelque chose à ajouter sur le projet, je t'invite à ouvrir ton micro si tu veux. Non, mais je pense que c'est très bien présenté. OK, parfait. En tout cas, donc, à garder en tête, là, pour ceux qui ont des défis particuliers, Marie-Odile, par exemple, je ne sais pas, vous avez mentionné plusieurs difficultés. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait vous aider. Oui, merci. Je viens d'envoyer un petit message à Sophie, justement. Ah, parfait. Parfait. Donc, beaucoup parler avec vous, Sophie et Olivier. Merci. Surtout que je travaille énormément au Québec. Je travaille avec les groupes autochtones du Québec, surtout. Donc, eh bien, parfait. À Ottawa, ça m'intéresse. Merci. Très bien. Je vais vous envoyer mon courriel, puis on peut programmer une rencontre Zoom bientôt. Sarah, une petite... on ne peut pas sauver le clavardage. Nous, on ne peut pas sauvegarder le clavardage. Si vous voulez bien mettre les messages dans le canal Slack. Oui. Avec, par exemple, toutes les références de Mathieu, ça serait bien, là, ces choses-là. Ou alors, sauver le clavardage et recoller-le dans le Slack, parce que nous, en tant que participants, on n'a pas le droit. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai essayé de sauver le clavardage et je n'ai pas le droit. Ça ne fonctionnait pas pour vous? OK, parfait. En tout cas, je ferai une copie avant de fermer tout à l'heure, là, pour qu'on puisse coller les éléments. Ah, mais merci, Mathieu. Si vous voulez commencer, c'est parfait. Sinon, je le ferai tout à l'heure. Merci. Et bien... je reprends juste mes notes pour rien oublier.
Donc, c'est pas mal ce qui conclut l'atelier d'aujourd'hui. Donc, merci en notre nom à tous d'avoir participé. Je vais arrêter le partage pour l'instant. S'il y en a on a encore quelques minutes, s'il y en a qui ont envie d'intervenir. Une autre chose Oui. vraiment embêtante, on n'est pas capable de copier ce qu'il y a dans le chat. Là, Sophie vient de m'envoyer son courriel, mais je ne suis pas capable de le copier. Il y a quelque chose avec le clavardage dans cette Zoom où c'est bloqué pour les participants. Juste pour vous dire, quoi. Bien, en fait, vous pouvez utiliser Slack. C'est aussi pour ça que c'est là, parce qu'effectivement, c'est plus facile d'échanger dans Slack. Là. Donc, si vous voulez vous communiquer directement là, via Slack avec Sophie, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Sinon, si je ne me trompe pas, si vous passez votre souris, je pense tout à droite, là, au niveau d'une boîte, il y a 3 petits points qui apparaissent. Je pense que vous pouvez copier depuis cet endroit-là, là, c'est-à-dire dans Zoom, dans le chat de Zoom. Sinon, de toute manière, comme je vous dis, les 3 petits points ne sont pas accessibles pour nous. Ah, OK. C'est la première fois que je vois ça, mais ils ne sont pas accessibles dans la réunion que vous utilisez. En tout cas. Aussi en pouvant réserver le chat Zoom et aider les lignes sur Slack. Puis. Oui, Valérie, vous avez une question? Oui, bonjour Madame Cameron. Moi, je suis conseillère en recherche au Cégep Édouard-Montpetit et donc je me fais plutôt la porte-parole d'une question qui revient souvent. Quand le matériau de recherche se trouve à être le verbatim d'une entrevue, qu'est-ce qui doit être déposé dans un dépôt numérique? Est-ce que c'est le verbatim complet de l'entrevue ou est-ce que ce sont des segments d'entrevue qui ont été codés? À quoi ça ressemble concrètement là, ce qui est déposé dans ce cas-là, dans un dépôt numérique? Je ne saurais pas vous dire exactement parce que je pense que ça dépend. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui ont la réponse, vous pouvez intervenir tout à fait. Mais je vous dirais peut-être que ça dépend de la confidentialité. Là. Donc, si vous avez des verbatims d'entrevue, est-ce que c'est dans un contexte de recherche? Est-ce qu'il y a eu des comment, oh mon Dieu, le nom m'échappe, là, mais des pour formulaires de consentement. Des comités. Oui, c'est ça, absolument. Les comités de consentement, tout ça. Donc, il doit avoir, ça doit dépendre en fait du cas par cas parce que ça dépend du formulaire de consentement que les gens ont signé. Donc, je vous dirais, dans le doute, je pense que ça serait plutôt votre bibliothécaire dans votre... Non, dans notre cas, elle n'est pas en mesure de répondre à notre question. Moi, c'est que j'aimerais beaucoup pouvoir voir un exemple de données qui sont déposées quand ce sont des données là, extraites de verbatim. Parce que j'ai l'impression qu'on dépose quand même pas l'ensemble du verbatim au complet dans un dépôt. Je pourrais pas, bien honnêtement, je n'ai pas la réponse, mais je pourrais me renseigner puis essayer de vous communiquer. Oui. Est-ce que vous êtes dans Slack? Vous êtes connecté? Non. Est-ce que c'est quelque chose que vous prévoyez faire ou sinon vous pouvez m'écrire directement là, puis on... Oui, je vais vous écrire à ce moment-là. OK, parfait. Je vais essayer d'aller trouver l'information. Parfait. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, je vous invite à poursuivre la discussion sur Slack si vous avez envie. Donc, si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, des commentaires, il y aura un sondage également. Là, donc, ça nous aide à nous améliorer si vous avez envie de répondre au sondage. Donc, n'hésitez pas, on reste en contact. Et voilà, merci beaucoup.